ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية وكما جرت العادة أرحب بالسادة الحضور. شكرا لكم على حضوركم، كما أرحب بالسادة الأساتذة الكرام، السادة الكرام والدكاترة، وكذا السادة المدراء كل باسمه وبمقامه، كما أرحب بنائب المدير أستاذنا الكريم الأستاذ يحيوي على إشراف على افتتاح هذا الملتقى بكل فخر وسرور. يسعدني أن أرحب بكم جميعا في هذا الحدث العلمي المميز الذي يجمع نخبة من الباحثين والدكاترة الذين جاءوا من مختلف الجهات حاملين شغف العلم وروح الابتكار. إن اجتماعنا اليوم يعكس أهمية التعاون العلمي وكذا العمل المشترك بمواجهة التحديات وتقديم الحلول المبتكرة التي تساهم في تقدم العلم وفهمه. أود أن أعرب عن تقديري العميق لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث ولكل المشاركين الذين حرصوا على الحضور والمشاركة بأفكارهم وإبداعاتهم. إن التحديات التي تواجهنا اليوم سواء كانت بيئية أو صحية أو تكنولوجية تتطلب منا جهودا جماعية ومقاربات علمية مبتكرة. وفي هذا الإطار يمثل هذا الحدث منصة رائدة لتبادل الأفكار ومشاركة الأبحاث وفتح آفاق جديدة للتعاون العلمي الذي يعبر الحدود ويجمع العقول. استسمحكم أن أكمل تدخل هذا باللغة الأجنبية وأقول: durant cette dernière décennie, les statistiques montrent une augmentation de quelques pathologies, à savoir chroniques comme le diabète, notamment type 2, les maladies cardiovasculaires, notamment les crises cardiaques et les AVC, les maladies mentales telles que l'anxiété et la dépression chez les jeunes, pathologies respiratoires telles que l'asthme et cancer pulmonaire, certaines formes de cancer, notamment les cancers du sein, de la prostate et du côlon, maladies auto-immunes telles que la sclérose en plaques, pathologies liées au vieillissement telles que l'Alzheimer et le Parkinson qui se multiplient et qui posent des défis de taille au système de santé et aux familles. Et afin d'étudier la progression de ces maladies, les interactions cellulaires et des réponses immunitaires, ou bien tester des médicaments, des thérapies géniques ou des vaccins, ou bien identifier les effets indésirables avant les essais cliniques chez l'homme. Et là, il existe des modèles de maladies induites volontairement chez les organismes vivants, généralement dans le cadre de la recherche scientifique, sont utilisés. Ces modèles peuvent impliquer des organismes vivants in vivo ou bien des systèmes biologiques simplifiés comme des cultures cellulaires qu'on appelle in vitro. Ces pathologies sont induites soit en utilisant des substances toxiques ou mutagènes pour provoquer des lésions spécifiques, et là on parle d'induction chimique, soit nous allons exposer l'être vivant à des radiations, à la chaleur ou à des traumatismes mécaniques pour simuler les blessures, les pathologies, et là on se retrouve avec l'induction physique. Par contre, la pathologie induite biologiquement, là on va injecter des bactéries, ou bien de bactéries, de virus ou parasites pour modéliser les infections et les inflammations. Pour imiter les maladies humaines, on utilise des organismes génétiquement modifiés, qu'on appelle, exemple, souris transgénique pour la maladie d'Alzheimer. Parfois, on se retrouve avec des pathologies spontanées. Ce sont des maladies naturelles et qui surviennent chez des animaux en laboratoire et qui sont utilisées parfois comme modèles pour des pathologies humaines. Ces inductions, qu'on appelle pathologie expérimentale, qui utilisent des substances chimiques, physiques, soit physiques ou biologiques, peuvent avoir des effets néfastes sur les organismes vivants. À ce moment-là, nous nous retrouvons soit seulement avec la toxine qui est produite naturellement par les animaux, par les plantes ou bien des micro-organismes,
soit avec des substances chimiques synthétiques ou naturelles ayant des effets délétères, soit les deux, à savoir la toxine, la substance toxique. À ce moment-là, nous allons se retrouver avec des entraves de compréhension, notamment les effets toxiques des substances par des tests expérimentaux, soit on se retrouve avec des substances toxiques dans des échantillons biologiques, ceux qui utilisent bien sûr le sang, l'urine ou bien des tissus, soit on se retrouve avec des mécanismes non identifiés à ce jour par lesquels les substances causent des dommages au niveau moléculaire, soit cellulaire ou bien organique. Soit on se retrouve avec des normes, d'absence de normes, pour l'utilisation et l'exposition à des substances chimiques, des substances toxiques. Il y a aussi des entraves qui sont bien sûr énoncées, à savoir les impacts de toxines sur les espèces vivantes ou bien les effets des toxines chez les patients humains comme les intoxications médicamenteuses, alimentaires ou bien chimiques. Donc la relation entre la pathologie expérimentale et la toxicologie repose sur leur objectif commun qui est comprendre, qui est comprendre les mécanismes de maladie et évaluer l'impact des substances potentiellement nocives sur les organismes vivants. Par conséquent, la pathologie expérimentale devient un outil nécessaire pour étudier les effets spécifiques, à savoir l'induction de lésions hépatiques qu'on appelle hépatotoxicité, ou bien rénale qu'on appelle néphrotoxicité, pour comprendre comment les substances chimiques, des médicaments, bien des toxines naturelles endommagent ces organes. La même chose, donc c'est un outil pour analyser les mécanismes pathologiques induits par les toxines, par exemple exposition à des substances cancérogènes pour modéliser la carcinogénèse. On peut se retrouver bien sûr avec, on peut utiliser la pathologie expérimentale comme outil pour simuler ou bien prétendre des maladies chroniques, notamment les pathologies expérimentales c'est-à-dire qui prennent comme modèle les maladies préexistantes, comme le diabète, les maladies cardiovasculaires et bien sûr leur influence sur la progression de ces maladies. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à utiliser des modèles très avancés, notamment in vitro qu'on appelle culture cellulaire en 3D, ou bien utiliser des organes sur puce. On peut utiliser aussi, c'est-à-dire des modèles qui sont plus avancés, ce sont des modèles des animaux transgéniques pour étudier les effets toxiques dans des modèles génétiquement modifiés pour mieux imiter les pathologies humaines. Comme aussi un outil très important, c'est l'imagerie et biomarqueurs qui sont très utilisés pour suivre la progression des pathologies induites par des toxines ou des agents pathologiques. كل ما تطرقت إليه آنفا فإن على السموم والأمراض علم السموم والأمراض التجريبية يرتبطان ارتباطا وثيقا حيث يحتوي الميدان على مناهج متشابهة لفهم كيفية تسبب العوامل السامة في الأمراض أو تفاقمها. يكمل المجالان بعضهما البعض في البحث عن صحة الإنسان والبيئة ويساهم في الوقاية والتشخيص والعلاج من الأمراض الناتجة عن المواد السامة. وعلى الرغم من أن التحديات هائلة فإن التقدم في مجالات الطب والتكنولوجيا الحيوية والصحة العامة يتيح فرص غير مسبوقة لتحسين جودة الحياة وتلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة. يعتمد المستقبل على نهج تعاوني يجمع بين الباحثين والمهني الصحة وصانعي القرار السياسي والمجتمعات. إنني على ثقة بأن جلسات هذا اللقاء ستشهد مناقشات ثرية ونتائج قيمة ستسهم في إثراء معرفتنا وتعزيز مسارات البحث العلمي في هذا المجال. ختاما أود أن أشكر الجميع على التزامه بتعزيز مكانة العلم كركيزة للتقدم. أتمنى للجميع يومين متميزين مثمرين مليئين بالإلهام والنقاشات البناءة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السيد نائب مدير الجامعة المحترم، ممثل السيد مدير الجامعة، السيد مدير المصالح الفلاحية اللي يتشلف، السيد ممثل عن جمارك شلف، السيدة مديرة المخبر الموارد الحيوية، أساتذتنا ضيوف جامعة شلف القادمين من الجامعات الأخرى، أساتذة كلية، طلبة الدكتوراه، المشاركين، السلام عليكم. يسعدنا ويشرفنا أن نشارك اليوم في افتتاح فعالية الملتقى الوطني الأول حول علم الأمراض التجريبي والسموم، الذي يندرج في إطار الأولويات البحثية التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمتمثلة في محورين أساسيين ألا وهما الأمن الغذائي وصحة المواطن. إن هذا الملتقى يمثل منصة علمية هامة لمناقشة مواضيع جوهرية تشمل المركبات النشطة البيولوجية واستخداماتها، علم السموم والمعالجة الحيوية، كذلك علم الأوبئة وعلم الأمراض. ولا يفوتنا في هذه المناسبة أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير للسيدة مديرة المخبر الموارد الحيوية ورئيسة الملتقى، حيث أن هذا الملتقى جاء بفكرة نقاش عرضي بيني وبينها، يعني تبلورت فكرة الملتقى على جهودها الجبارة ودعمها المتواصل لإنجاح هذا الحدث العلمي. كما نعرب عن امتناننا العميق لأعضاء اللجنة التنظيمية والعلمية الذين بذلوا قصارى جهدهم لضمان حسن سير الملتقى. كما نوجه بالشكر الجزيل أيضا للسيد نائب العميد المكلف بمبادئ التدرج وكافة أعضاء الطاقم الإداري الكلية على دعمهم وتعاونهم مثله. نأمل أن يثمر هذا الملتقى عن نتائج علمية وتوصيات بناءة تخدم البحث العلمي وتعزز من الجهود الرامية. ووفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا نيابة عن السيد مدير الجامعة وصلاة عن نفسي، نيابة عن السيد مدير الجامعة بروفيسور عربي الغويني وعن إطارات الجامعة، أولا نرحب بالسيد عميد كلية علوم الطبيعة والحياة، السيدة أستاذة مزيان مديرة المخبر، كما أرحب بالسيد مدير المصالح الفلاحية صديق العزيز مرحبا بك، والسيد ممثل جمارك، كما أرحب بزملائنا الأساتذة سواء من داخل جامعتنا أو من باقي جامعات الوطن. أرحب بطلبتنا في مستوى التدرج وما بعد التدرج طلبة الدكتوراه. أرحب بأعضاء مخبر اللي نظموا هذا الملتقى الموسوم بالعلوم التجريبية وأمراض السموم، اللي يندرج في إطار المحاور الكبرى كما ذكرها آنفا السيد العميد، محاور كبرى البحث العلمي اللي يدخل في الأمن الغذائي والصحة نتاع المواطن. ربما لا أدلو ولن أتدخل في لو بوركوا دو سوجي وما هي الأهداف والمرامي، أترك ذلك للخبراء والأساتذة والباحثين الأفاضل اللي رايحين ينورونا ويفيدونا ونستفيد منهم بطبيعة الحال. ربما لا أطيل عليكم في هذا السياق. باسم السيد مدير الجامعة نعلن عن الافتتاح الرسمي لهذا الملتقى. ربي يوفقنا ويوفقكم لما فيه الخير وصلاح جامعتنا وبلادنا إن شاء الله يا رب العالمين. Messieurs, Mesdames, bonjour. Donc, avant tout, je tiens à remercier les deux comités d'organisation scientifique pour l'organisation de cet événement scientifique. Ça marche? D'accord. Donc, I do have a pleasure to present my conference entitled Two-Dimensional Liquid Chromatography and its application in bioactive compound analysis. So, as you know, liquid chromatography is a very important tool for analytical chemistry, especially in the analysis of bioactive compounds or samples from environmental, pharmaceutical or food samples. So in recent years, there are a lot of discoveries and development in this area, especially in column development, in automated sample preparation and parallel LC separation, ultra HPLC, and the enhancement of MS detection effects.
So for natural product analysis, you know that natural products contain many, several bioactive molecules. These molecules are known for their biological activity, anti-cancer, antioxidant, antimicrobial, anti-inflammatory. So examples of these compounds are polyphenols, carotenoids, alkaloids, vitamins, and saponins. So there are a lot of studies focused on the chemistry and the bioactivity of these compounds, but still there is much interest in the discovery of novel compounds from different natural sources. For that, so analytical method should be selective and sensitive enough in order to quantify, in order to detect minor and major compounds. So liquid chromatography, LC, plays an important role in the separation because it's a separation technique first of all, and then identification and quantification of complex mixture. So it is the separation technique of choice for samples whose component can be dissolved in common solvent. It means non-volatile compounds. So this is a general schema of one-dimensional liquid chromatography, which is the classic one. So as you can see, the sample is carried out with the mobile phase, thanks to the pump, to the stationary phase, the column. So where the separation will take place. So the separation of compounds will be based on the structure or the chemistry of the molecules, and also the interaction between the molecules of the analyzed of the sample and the packaging material of the column. So the retention time will depend on these two factors. Later on, the separated samples will reach the detector, so it depends on the type of detector. It could be, for example, the DORI detection DAD, or for example, RID for sugar polysaccharide, or FLD, or MS, for example. So after the detection, the computer software will convert the signal into the chromatogram, and the mobile phase with the sample, with the separate molecules in the sample, will be subject to either another detection, like for example, the MS, or the collection fraction collection unit, or the waste. So this is a classical HPLC, which is a conventional one. So it has, we have a lot of development in this. We have a lot of development in this field, mostly in the column development or detector. But still, this technique is not enough in order to separate all the compounds. So we have a problem of collusion. Especially if the mixture is very rich in compounds, for example, plant or food samples, or in the other case, when two compounds are similar in the structure, for example, in the case of isomers, which are identically, the molecular formula is identical but structure is not, or in the case of enantiomers, which have mirror structure. So these compounds, they are not complex but difficult to be separated in one-dimensional LC. So this is why another alternative to one-dimensional LC is comprehensive two-dimensional LC, or in general multi-dimensional LC. So what is multi-dimensional chromatography? Multi-dimensional chromatography is a combination of several chromatography techniques, separation modes, and column to separate multiple components. It means that we are going to combine for example, two LC system or two GC system. So we can apply to LC or GC. So we will have a higher separation than normal of one-dimensional chromatography, as we are going to use two separation techniques. We can use also various separation modes, so working on both isocratic or gradient mode, or different mobile phases. The two mobile phases used in both dimensions could be the same or different, and also the columns could be different. So this flexibility gives us better chances in order to have a better separation of complex molecules or samples. So
the first dimension liquid chromatography is generally enabled to ensure the full separation of compounds. For example, as you can see here, the chromatogram, the collusion could be obvious, visible to the eyes, like for example, the cut number 2. We have clear that the symmetry of the peak is not it's not good, so it's clear that we have more than one compound, or the collusion could be also invisible, like in the first cut. So this is in first dimension separation. So the fact of using two-dimension liquid chromatography will give us better chances in order to separate these compounds by two retention time mechanisms and increase peak capacity. So first dimension LC and multi-dimensional LC or LC-LC. So as you can see, in this image we have the first dimension. So with the first dimension pump, then we have the injector. The sample will be injected to the system of the first dimension, and then we will have the separation in the first column of the first dimension. So we have here the chromatogram. As you can see, the chromatogram, we have some cases of collusion. After the second dimension separation, we can see that each peak will be subject to another separation, and we have multiple peaks in each retention. So we have two types of two-dimensional LC. It depends on the sample, the analyzed sample in the second dimension, as it could, all the sample analyzed in first dimension will be analyzed in second dimension. So we have this called comprehensive 2D dimension, 2D LC chromatography, or just a fraction of the first of the sample will be analyzed in the second dimension. So this is hard cutting 2D LC. Generally, we use comprehensive 2D LC. It's the technique most used than the hard cutting LC. So here also it's comparison between the first dimension and second dimension separation. So as you can see, the chromatogram in first dimension is archival. Chiral chromatography refers to the separation of optical isomers or enantiomers. So in the first dimension, we don't have a full separation. So, but second dimension is chiral. It means that all the compound with similar chemistry, with similar structure will be fully separated in the second dimension. So here we do have the analysis of a complex mixture in the first dimension. So we do have a nice chromatogram here, but it doesn't mean that it's fully separated. All the compounds are separated. So this is called a contour plot. It's the presentation of a three-dimensional presentation of data. So you can see, I don't know if it's clear, but anyway, each point represents a peak. So in the first dimension separation, we do have like 20 peak, 20 molecules, but with the same sample, with the same extract, so we can have more than 100 identified molecules with second dimension separation. So what is comprehension two-dimensional LC? So two-dimensional LC is commonly used HPLC, multi-dimensional chromatography technique. It is sometimes called LC-LC because generally it's, we say multi-dimensional more than one LC. But it could be two-dimensional when we use just two LC, or it could be more three-dimensional if you use, for example, three LC. So one of the two-dimensional LC technique is comprehensive. As I've already explained, we do have two types of multi-dimensional LC. We have the hard cutting when we analyze just a fraction of the first separate sample from the first dimension, and if the whole sample is analyzed for the second time in the second dimension, so we call it comprehension. So here is a presentation of two-dimension LC. So this is the first dimension. We have the mobile phase, the autosampler. So the sample is injected in the autosampler and carry on with the mobile phase of this first dimension. The sample will enter the first dimension column,
and be subject to a separation in the first column. So later on we do have these two loops. They are the connection between the first dimension and second dimension. So the mobile phase from the second dimension will carry on, will enter the first loop, carry on the separated molecules from the first analysis and separation, and will enter the second column, and the molecule will have the second retention time and second separation. And after the column, we have the detector. Here, for example, PDA or DID, it's the same thing, DOI detection. And it could be connected or not to the MS. So this is the optimum schema of two-dimensional LC. So this image is an image of a real image of two-dimensional LC. So as you can see, so we have the first dimension pump and second dimension pump, and we have auto-sampler to inject the samples. And we have the two, the column oven we have inside the two columns, and the connection, the two loops that connect the first dimension to the second dimension. And later on we have the detector PDA and another detector, the MS triple quadrupole MS. So when we speak about chromatography, liquid chromatography general, we have the most known techniques are normal phase, reverse phase, and helic chromatography LC. So for the normal phase, the stationary phase is polar, and the mobile phase is relatively less polar than the mobile phase. This is it was the first technique used for LC. We have the reverse phase, which is the opposite of normal phase. So the stationary phase, the column is non-polar, and the mobile phase is polar. And we have helic chromatography, helic LC. So helic LC basically is normal phase LC, but with reverse phase, mobile phase. So it means that the stationary phase is polar, but the mobile phase is polar also. This is why it's a combination between the two techniques. So in the method development in LC-LC, so we can select a different combination. We can select the first dimension is normal phase with the second dimension reverse phase. But the problem is this combination is a little bit difficult because the two mobile phases of the first dimension and second dimension are different and are generally non-miscible. So this combination, generally we don't use it much. For the second combination, both dimensions are reverse phase LC. So this is the most used two-dimensional LC. It gives a good result, but it needs orthogonality tuning. So if you want to understand what is orthogonal separation, it means when we use two different systems, we ensure more separation of look-like compounds which are close in the structure. But in reverse phase LC, as we say, we use the same system of column. The column, even if they are different, but still they are non-polar column. So we are not going to improve much the separation. We have the third type is helic and reverse phase LC. So this is a good combination also, but we need a peak focusing, as the symmetry of the peaks are not good, and generally we have a problem of the peak split. So in the application of multidimensional LC, most of the applications are in the field of food and natural product, 61%, 29% in pharmaceutical and environmental and biological fields, and 10% in the field of polymers. In which concern column combination, so as we can see that the reverse phase, the combination between reverse phase and reverse phase HPLC are the most used with 36%, and in second place we have helic and reverse phase LC with 34%. So these are the two most used combinations between the two dimensions.
So reverse phase LC vs helix as first dimension. So as I've already explained that we have three types of combination. The first dimension could be normal phase or reverse phase or helix phase. The first combination is not really good for the separation. So the most important one is reverse phase or helix for the first dimension. So reverse phase LC is the most frequently used LC system to analyze, for example, the polyphenol content of food and natural products. So we can obtain a huge number of small molecules with similar molecular weight, different polarities and structure. But helix separation have a great efficiency for the characterization of hydrophilic and polar compound. Helix generally we use it in order to separate when we have polar compound, for example, the anthocyane. So the combination of helix and reverse phase LC the advantage is that the mobile phases are highly miscible, and we do have a good orthogonality values because we are using two different systems. This is why we can separate different molecules. And we have a bigger number of identified separate molecules and identified thanks to the combination of helix and reverse phase LC. So why to use comprehensive two-dimensional chromatography and not one-dimensional? So as you can know that most of sample food or plant samples are very rich in compounds, and unfortunately with one-dimension liquid chromatography we are unable to ensure this fully separation. So generally we work a lot on the method development, on the choice of the column, of gradient, of mobile phases, and we will consume a lot of time and product in order to ensure not a fully separation of these compounds. So this is why it's better to use two multidimensional LC when we analyze rich samples like food or like plants. So here is the application of comprehensive two-dimensional liquid chromatography for polyphenol analysis. So this is a result for the combination between reverse phase LC. As you can see, this is the result of a study conducted by Chiao et al. So they employed a reverse phase system to analyze the chemical constitution of licorice, c'est la réglisse. So the first dimension, they use a column C18, 10 centimeter to 0.1 millimeter interior diameter of 1.7 micrometer. They use a mobile phase, methanol and acidified water. For the second dimension, they use phenylhexyl column 5 centimeter and 3 millimeter to 0.7 micrometer. So, and the mobile phase acetometer and acidified water. As you can see, we can work with different mobile phases between the first and second dimension. So after the analysis with conventional reverse phase LC, it means one-dimensional LC, you can see that we have a chromatogram. This chromatogram looks good, so we have a lot of peaks, like 20 peaks, but generally they have flavonoid, glycoside, saponin, and other phenolic, free phenolic compounds. But when they use the second dimension separation, they were able to separate and identify 311 compounds. So with only 40 minutes. So as you can see in the first separation, so the first separation was more than 65 minutes, and the number of detected molecule peaks was not on a big if you compare it with second. In the second dimension, we were able to identify 311 compounds in only 40 minutes. So this is another study by Pando et al. In 2015. So here we can see they did a separation with the C18. So this is a reverse phase also LC. So they obtained the first chromatogram
which is in the left, is with only one dimension C18. So you can see that we have a chromatogram, but this chromatogram is not good. It's not a good separation because we do have a lot of collusion. So the second column, use column, is cyano column. So this is the upper chromatogram is a chromatogram obtained with just the cyano column. As you can see, it's not even a chromatogram, there is no separation, it's worse than the first column, but the combination between the two, so the two dimension, as you can see, the white point are peaks, so they were able to identify 158 compounds with the combination of the two columns. So this one, we call it contour plot, and the one on the right is the same analysis, the same result, but it's 3D chromatogram. The first two examples were reverse phase LC, multidimensional LC. So now we are going to see some result of a work that we conducted with in collaboration with the Italian laboratory. So the Helix and reverse phase LC. So these are both. This is the general image of the system. So the first dimension we use a helix system, and the second dimension is a reverse phase system. In the helix system, generally we start in the first dimension, we work with low flow rate. For example, here 10 milliliter per minute, and in second dimension we work with high flow rate. Generally we use ultra HPLC. So we use acetonitrile as the first mobile phase with water, and the flow rate was 10 microliter per minute. The column was Zik Helix column, 15 centimeter, 1 milliliter to 0.7 micrometer. So we have here, we are obliged because there is a difference between the first dimension flow rate and the second dimension flow rate. This is why we use a modulator flow rate. So we use a third pump in order to modulate the pressure between the first and the second dimension. So we have two loops in order to connect the two systems. In the second dimension, we used reverse phase LC with C18 column. So, and also water and acetonitrile at the mobile phase. And then we have PDA detector and mass spectrometry for the second detector. So this is the general scheme of the Helix reverse phase LC. So for the result, so this is the result, the contour plot of the separation of our samples. So here we were able, so generally the light dots represent the peaks. So we were able to identify 83 compounds with the combination of Helix and reverse phase LC. As a conclusion, so comprehensive liquid chromatography LC is a powerful separation tool in the field of food and natural product analysis, allowing to separate, identify, and quantify compounds in a complex sample. So compared to one-dimensional LC, the high separation power of LC allowed the reduced risk of collusion and matrix effect, and allowing more reliable quantification, because the first purpose of LC is to assure this separation before doing the identification and quantification. So, thank you for your attention. Merci. Alors aujourd'hui, à travers cette conférence, on va essayer de voir comment évaluer une neurotoxicité des éléments transmétalliques, surtout au cours d'un stade de développement, et cela à travers des méthodes neurocomportementales. Alors, actuellement, l'industrie chimique est en train d'altérer le développement cérébral, et essentiellement chez les enfants. Donc ça représente une pandémie, mais elle est silencieuse.
à nos jours, un enfant sur 6 présente un handicap mental qui est dû à un retard du développement cérébral. Alors, on dénombre à peu près plus de 202 substances chimiques qui se trouvent dans notre environnement et qui est susceptible à être neurotoxique, essentiellement pour les enfants, pour leur développement mental. Et c'est à l'origine de ce qu'on appelle des NDD, Neurodevelopment Disorder, qui va un simple défaut d'attention à des troubles plus graves, tels que l'hyperactivité, des difficultés de concentration, d'apprentissage, à une forme plus sévère qui est l'autisme. Et bien sûr, ces NDD pesent une charge assez importante pour la famille et pour la société. Alors pourquoi le cerveau au cours de développement est vulnérable? Donc il ne faut pas considérer les enfants comme un petit adulte, mais c'est des personnes à part, parce que tout simplement leur cerveau est sensible au cours de développement à des agressions toxiques. Donc il faut savoir que le développement du système nerveux commence à partir de la 4e semaine de la vie intra-utérine. Et c'est une différenciation d'un ectoderme dorsal à un neuroectoderme, puis à un tube neural et un système nerveux bien individualisé. Alors, quelles sont les causes de cette vulnérabilité? C'est tout d'abord la perméabilité placentaire. On sait bien que pendant la grossesse, le placenta, en principe, c'est un filtre, mais il n'est pas pour les métaux lourds, pour les éléments transmétalliques. Aussi, la barrière hématoencéphalique. Cette barrière, elle est immature, au-dessous de 6 mois. Donc, on a un passage non sélectif de ces éléments transmétalliques. Aussi, l'immaturité de la barrière intestinale. L'absorption intestinale chez les enfants est nettement plus supérieure à celle des adultes. Donc, elle laisse passer n'importe quoi. Et aussi, on note une défaillance au niveau du système de détoxification, surtout le cytochrome P450, qui joue un rôle très important au niveau hépatique dans la détoxification de ces xénobiotiques. Il faut aussi noter qu'il y a un passage de ces éléments, surtout l'hypophile et les substances halogénées, de telle façon à ces éléments-là passent à travers le lait maternel, d'accord, à l'enfant, et à des concentrations 100 fois plus importantes par rapport à l'adulte. Alors, quels sont les produits neurotoxiques et comment on les a répertoriés? À travers des études sur les animaux, on a constaté que certains produits neurotoxiques sont toxiques aux enfants et non pas à l'adulte, tels que les gaz, d'accord, les éléments transmétalliques, les composés organiques, les solvants organiques, les pesticides essentiellement et les ignifugeants. Donc ces produits-là sont neurotoxiques et on va s'intéresser plus aux éléments transmétalliques. Alors, ces éléments transmétalliques, lors de leur exposition, on a des voies d'exposition qui sont, on va dire, la porte ou la fenêtre d'entrée de ces xénobiotiques dans notre organisme. Premièrement, la voie pulmonaire à travers une inhalation, les ingestions par l'alimentation, une voie d'exposition cutanée, oculaire et bien sûr transplacentaire. Donc c'est la voie la plus importante au cours de développement. Alors, concernant l'écotoxicologie de ces éléments transmétalliques, donc les émissions de gaz, de particules par le biais de l'industrie chimique font que ces particules vont tomber sur des sols et qui vont affecter un peu notre récolte. Donc il y a on va dire une pollution de sol qui va affecter la récolte.
De plus, il y a la pollution aussi aquatique, la contamination souterraine de l'eau, des eaux et aussi des mers peuvent influencer sur la vie aquatique de ce, on va dire, biotope. De même, la bioaccumulation des ETM au niveau des animaux, surtout les animaux qui sont destinés à la consommation humaine, comme par exemple la vache, on va dire la viande bovine. À ce propos, notre laboratoire, ou l'équipe de neurotoxico, a réalisé une étude qui va avec ce contexte-là, et qui montre que la viande qu'on consomme, la région de Saïda bien sûr, c'est une viande qui est contaminée. Donc on a essayé de doser des éléments traces métalliques essentiels et non essentiels. Et ce qui nous intéresse plus, les non essentiels, le plomb et le cadmium et le nickel. Et ce dosage des éléments non essentiels a été effectué au niveau du laboratoire de Mostaganem avec la collaboration du professeur Hortal. Donc, nous a montré que la viande, soit crue, soit après un traitement thermique, présente des concentrations assez importantes de plomb. Donc, c'est quelque chose de vraiment très inquiétant. Et on sait bien que la viande est une source de protéines essentiellement pour les enfants. Donc sa consommation peut être une source de contamination, tout simplement. Alors, les éléments traces métalliques non essentiels, tels que le plomb, le mercure, le nickel, manganèse et l'aluminium, convergent vers un point commun. C'est tout simplement le stress oxydatif, qui est à l'origine de, on va dire, des perturbations du système nerveux, essentiellement par déclenchement des processus inflammatoires, par aussi perturbation de la motricité, par la neurodégénérescence, l'apparition des maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer ou bien la maladie de Parkinson, et aussi des troubles d'apprentissage et de mémorisation. Alors, l'action ou les actions des neurotoxiques au cours de développement, c'est des actions à, on va dire, à différents niveaux. Alors, on a ces éléments traces métalliques peuvent agir sur la synaptogénèse, c'est-à-dire le développement des synapses, c'est la chose la plus importante, l'interconnexion entre les neurones. On a la migration des cellules au cours du développement durant la vie intra-utérine, la migration, la différenciation, la prolifération cellulaire, la signalisation. Certains éléments traces métalliques rentrent en compétition avec le calcium à l'intérieur de la cellule qui va affecter la signalisation cellulaire. Aussi l'apoptose suite à l'inflammation. L'apoptose peut être déclenchée par l'intervention du complexe caspase et entraîner la mort cellulaire, la neurodégénérescence. Aussi la myelisation, certains éléments traces métalliques vont perturber le phénomène ou le processus de myelisation, et on sait bien que la myelisation joue un rôle très important dans la vitesse de la neurotransmission. Et enfin la glycogénèse, qui est un processus qui touche les cellules gliales et qui sont un rôle très important pour le soutien des neurones. Alors, notre équipe de recherche a travaillé sur un ensemble des travaux et qui sont en relation avec les éléments traces métalliques et la perturbation du système nerveux, donc sur le plomb, sur le manganèse, sur l'aluminium, le mercure et aussi sur le nickel et certains pesticides et des composés organiques tels que l'acrylamide et les triazoles. Alors maintenant, comment on va évaluer cette neurotoxicité? Alors généralement, quand on parle d'une étude d'expérience ou d'une étude de toxicologie expérimentale, on se base sur certains critères
qui est tout simplement, premièrement, le modèle de l'animal qu'on va utiliser. Deuxièmement, la dose. Troisièmement, la durée d'exposition. Et essentiellement, la voie d'administration. Alors là, on va dire une gamme de voies d'exposition. Ça dépendra de la molécule qu'on va utiliser, ou le xénobiotique. Et après administration, on a des méthodes d'évaluation, d'accord, de ces effets neurotoxiques ou de ces effets, on va dire, sur le système nerveux. Donc, parmi les méthodes d'évaluation de cette neurotoxicité, on va se focaliser plus sur des tests neurocomportementaux. Ces tests-là, pour évaluer, on va dire, l'apprentissage, l'évaluation d'apprentissage, de la mémorisation, de la dépression, de l'anxiété et l'activité locomotrice et enfin le comportement sexuel. Aussi, on peut étudier la structure, on va dire, du système nerveux à travers une étude histologique, soit en utilisant des coupes avec bien sûr des colorants basiques, ou bien par immunohistochimie en utilisant des anticorps, ou bien par autoradiographie des récepteurs en utilisant des isotopes. Et enfin, pour le dosage, on peut aussi avoir une idée, un aperçu sur le fonctionnement cérébral à travers le dosage des neurotransmetteurs et leurs métabolites, ou bien par des dosages des biomarqueurs du stress oxydatif. Alors, concernant les tests de neurocomportement, il y a une gamme que je vais citer certains tests, donc des tests qui sont propres à l'activité locomotrice, comme le Beam Balance Test, c'est un test de la coordination motrice. On a l'Open Find aussi pour l'activité locomotrice. Concernant l'apprentissage et la mémorisation, on a le Morris-Water Maze et Y-Maze Test. Pour l'anxiété, on a Plus Maze Test. Pour la dépression, on a le FST, Forced Swimming Test. Et pour le comportement sexuel, on a Sexual Incentive Motivation Test, Sexual Behavior Test et Sexual Appetitive Behavior Test. Alors, premièrement, l'activité locomotrice, à travers le Beam Balance Test, donc on va évaluer les déficits de la coordination motrice qui est chapeauté par le système nerveux, essentiellement au niveau de notre cervelet. Et ce test-là va durer pratiquement, on va dire, il va comporter deux phases. Une phase, on va dire, d'apprentissage ou d'acquisition qui va durer pratiquement 2 jours, avec 3 sessions de 15 minutes, et une phase de prop test, c'est-à-dire d'épreuve, qui est une phase d'1 jour. Donc on a une poutre rectangulaire, d'accord, cette poutre rectangulaire, on va essayer de mettre le rat à une extrémité pour pouvoir rejoindre la cage. Et pour motiver, on va dire, le rat, pour qu'il circule librement, on va mettre une récompense à la fin de la boîte ou de la cage pour qu'il puisse se déplacer facilement. Donc le paramètre ici qui est mesuré, c'est tout simplement la vitesse par laquelle le rat va traverser et aussi le nombre de chutes. Parce qu'en principe, comme vous voyez, sous la poutre, on met un hamac pour amortir la chute dans le cas où le rat va tomber. Donc on va pratiquement changer dans l'épaisseur ou la largeur de la poutre de telle façon à rendre plus difficile ce passage-là pour évaluer cette coordination motrice. Pour aussi évaluer l'activité locomotrice, on utilise l'Open-Find. Alors l'Open-Find, c'est à la fois un test qui permet d'avoir une idée sur l'activité locomotrice, parce qu'on sait bien que certains éléments traces métalliques, comme le manganèse, provoquent une diminution de cette activité locomotrice. Donc on a le syndrome parkinsonien, ou bien le plomb provoque une hyperactivité locomotrice, comme souffrent pratiquement certains enfants par une hyperactivité locomotrice. Donc ce dispositif permet tout simplement, il est constitué, présenté par 14 carreaux
Donc on a une zone centrale et une zone périphérique, d'accord? Et on va mesurer certains paramètres de réactivité émotionnelle et de paramètres de la motricité. Alors concernant la motricité, on va tout simplement avoir une idée sur la motricité horizontale en calculant ou en dénombrant le nombre de carreaux traversés. Pour la motricité verticale, c'est le nombre de redressements. Pour l'anxiété, c'est-à-dire on va calculer le temps passé dans la zone centrale. Et pour la réactivité émotionnelle, on a le nombre de toilettages et de défécation. Alors, concernant maintenant l'évaluation de la capacité d'apprentissage spatial, l'orientation et le guidage visiomoteur, le test le plus, on va dire, optimal pour cela, c'est le test de Morris Water Maze. C'est tout simplement un bassin qui est rempli d'eau et avec une plateforme, et cette plateforme, elle est immergée dans l'eau, de telle façon, elle ne sera pas visible pour l'animal. Donc on va essayer, pendant 4 jours, de laisser, à travers 4 essais par jour, de laisser nager librement l'animal de telle façon pour rejoindre la plateforme. Et cela dans un temps record d'1 minute, 60 secondes. Alors, cette phase d'acquisition va durer 4 jours, et enfin, pour la phase de post-test, le 5e jour, on va enlever la plateforme et on va calculer le temps passé dans le cadran où se trouvait la plateforme, de telle façon à voir est-ce que l'animal a mémorisé où se trouvait la plateforme. Généralement, la mémoire spatiale, elle est en relation avec la vision. Donc certains animaux, quand on a une atteinte de la mémoire spatiale, cela pourrait être à l'origine d'une atteinte de la vision. Donc pour vérifier s'il n'y a pas cette atteinte-là, on va remettre la plateforme et on va la marquer avec un petit objet de telle façon à la rendre visible et de voir aussi par 4 essais, à travers 4 essais, s'il n'y a pas atteinte de la vision. Alors, concernant la mémoire de travail, ce qu'on utilise pratiquement tout le temps pour apprendre des choses, mais c'est une mémoire à court terme. Donc il y a un test qu'on appelle le Y-Maze test. Ce test-là est composé de 3 bras. On va laisser pendant 5 minutes l'animal de visiter pratiquement ce test-là, ce Y, et on va dénombrer le nombre de visites et le nombre d'alternances. Le nombre d'alternances, c'est-à-dire le pourcentage d'alternance, c'est-à-dire que le rat passe dans le compartiment A, puis B, puis C, ou bien l'inverse, C, B, A, ou bien B, A, C, et non pas C, 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 ou B, 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 ou inversement. Donc, cette alternance permet de dire comme quoi le rat a bien mémorisé son trajet. Pour l'anxiété, on a le Elevated Stress Maze. C'est un test qui va donner un aperçu sur l'anxiété, l'état d'anxiété émotionnelle. Donc ce test-là, c'est tout simplement 2 bras fermés qui sont en interconnexion avec 2 bras ouverts. Donc on va, pendant 5 minutes, on va dénombrer le temps et le nombre des visites dans les bras fermés et les bras ouverts. Et on sait bien que les rats sont on va dire des animaux qui vont être, s'ils sont anxieux, ils vont être confinés dans les bras fermés. Et un rat qui n'est pas anxieux, c'est un rat qui va passer plus de temps au niveau des bras ouverts. Alors, le Forstmann Swimming Test, c'est un test qui permet de donner un état sur l'état de résignation de l'animal. Donc on va essayer de mettre l'animal dans un cylindre rempli d'eau et on va mesurer pendant 6 minutes sa nage actif, d'accord, et sa nage plus ou moins inactif, c'est-à-dire un état de mobilité et un état d'immobilité. Et généralement, l'état d'immobilité ou l'état d'immobilité, c'est tout simplement un état qui va traduire, on va dire, un certain désespoir. Parce qu'au début, le rat, quand on le met sur la cylindre, il va nager activement dans l'espérance qu'il va sortir du cylindre.
Mais à un certain moment, il va s'apercevoir qu'il ne peut pas sortir, donc il va se désespérer. Et cet état de désespoir, c'est un état qui va refléter la dépression. Alors, pour le test de la motivation sexuelle, on sait bien que certains éléments traces métalliques donnent des troubles ou sont reprotoxiques. Donc, ils vont donner des troubles de comportement sexuel, ensuite un trouble neuro-endocrinien pour se terminer par une infertilité ou bien une stérilité. Mais la chose la plus importante dans la reproduction, c'est l'amorce, on va dire, c'est tout simplement le comportement sexuel. Alors, là, c'est un test qui va évaluer la motivation sexuelle. On sait bien qu'on va mettre dans une arène un incitateur social, c'est-à-dire un mâle, et un incitateur sexuel, une femelle, et on va calculer le nombre passé, le nombre de visites au niveau de la zone d'incitation où se trouve la femelle par rapport où se trouve le mâle. Donc, et on va calculer le pourcentage de préférence, c'est-à-dire si le rat passe plus de temps dans la partie femelle, dans la zone d'incitation, c'est-à-dire qu'il est motivé. Si c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il est démotivé. On a aussi le comportement sexuel, toujours dans le comportement sexuel, un autre test, le test de la motivation et la prise de la décision. Alors là, ce test-là, on va dire qu'il est fragmenté en 3 phases. Une phase simple, c'est une phase où on va laisser le mâle passer dans plus de temps avec la femelle, sauf que la femelle, elle est emprisonnée, entre guillemets, dans une boîte. Et on va tout simplement mesurer le temps passé dans la zone d'incitation. Ensuite, on va passer à la phase d'effort, c'est-à-dire on va mettre un obstacle, c'est un obstacle en verre pour que le rat voie la femelle et il va fournir un effort pour aller la voir. Donc ça sera un obstacle pour voir est-ce que le rat soit motivé ou pas. Ensuite, la troisième phase, c'est la phase de risque. C'est-à-dire on va augmenter un niveau de difficulté et mettre une plateforme qui sépare le mâle de la femelle et mettre des clous. Et cette plateforme, on va augmenter à certaine épaisseur pour voir est-ce que le rat va prendre le risque d'aller voir la femelle. Et là, on va voir la prise de la décision du rat mâle par rapport à rejoindre la femelle. Après la motivation, donc voilà le dispositif en réel, c'est comment il se présente. Donc vous avez la partie simple, la partie avec l'obstacle, d'accord, et la partie avec le risque. Là, on verra, on va augmenter au fur et à mesure la difficulté pour voir est-ce que l'animal prendra la décision malgré qu'il y a le risque ou pas. Et enfin, concernant le test, le dernier test, qu'on appelle le test d'interaction, après la motivation sexuelle, on se pose la question, est-ce que le rat est capable d'avoir des interactions sexuelles avec la femelle? Et là, on va dénombrer un certain, c'est-à-dire on va mettre, après cette motivation, on va mettre le rat mâle et femelle en présence d'une lumière rouge, et on va essayer de calculer pendant 30 minutes le nombre de lordoses, ainsi que la latence, la montée, l'intromission et nombre d'éjaculations. Pour terminer, donc ces éléments traces métalliques, il y a le remède, c'est quoi? C'est soit la biochélation ou bien la chélation chimique en utilisant certaines composés comme le DTA. Mais le meilleur remède, c'est tout simplement d'enrichir son alimentation, soit par des antioxydants, par la vitamine C, par des fibres, ou bien aussi en consommant des plantes détoxifiantes telles que la spiruline et la coriandre. Merci pour votre attention. Moussa Mkhtari, chercheur au niveau du Centre de recherche analyse physico-chimique, unité de recherche analyse physico-chimique des milieux fluides des sols, le CRAPC, que certains parmi vous le connaissent. Donc actuellement, il n'est pas uniquement à Tipaza, il est réparti un petit peu au niveau du territoire national, dans notre unité de recherche qui est installée actuellement à Ben Aklim, dans le site du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Donc vous êtes les bienvenus. Actuellement chef d'équipe de recherche à l'analyse des résidus de pesticides.
On va commencer. Les pesticides, c'est quoi? Donc, c'est du latin pestis, fluo, et ceder, tuer. Donc, le terme pesticide regroupe de nombreuses substances très variées, agissant sur les organismes vivants, les insectes, les vertébrés, les vers, les plantes, les champignons, les bactéries, pour les détruire, les contrôler ou les repousser. Les pesticides, donc, par formulation commerciale, est composé de substances actives, c'est-à-dire la substance responsable de l'activité réellement pesticide, et des adjuvants, qui peuvent être, dans certains cas, certains métaux. Il existe une très grande hétérogénéité de pesticides, 1000 substances, je dirais 1500 depuis l'apparition des premiers pesticides dans les années 40, le DDT par exemple, jusqu'à l'heure actuelle. Mais actuellement en Algérie, on utilise environ 400 molécules. 100 familles chimiques de pesticides différentes, 10 000 formulations commerciales, donc on peut trouver la même matière active dans deux formulations, dans 2 ou 3 formulations commerciales différentes. La rémanence des pesticides dans l'environnement peut varier de quelques heures ou jours à plusieurs années. La rémanence, c'est-à-dire la persistance de cette molécule dans l'environnement. Depuis 1990 jusqu'à 2020, donc, on observe l'augmentation de l'utilisation des pesticides à travers le monde, donc qui a pratiquement dédoublé durant ces, on va dire, 30 années. La culture ou les cultures majoritaires qui utilisent les pesticides, en première position, on trouve les fruits et légumes. Les fruits et légumes utilisent beaucoup de pesticides par rapport aux autres cultures, à savoir céréales ou autres cultures. Pourquoi cet intérêt aux pesticides? Parce que tout simplement, ils rapportent beaucoup d'argent. Donc le marché juteux des pesticides, donc une augmentation depuis 2008 jusqu'à les dernières années, passé de 28 au 30, on va dire, milliards d'euros jusqu'à environ 50 milliards d'euros du marché mondial des pesticides. Donc c'est très lucratif, qui rapporte beaucoup d'argent, c'est pour ça qu'on s'intéresse de plus en plus aux pesticides. L'utilisation des pesticides à travers le monde, donc l'évolution, on a constaté que au niveau européen et américain, ils sont en train de réduire l'utilisation des pesticides, alors que chez nous en Afrique ou en Amérique latine, l'augmentation d'utiliser ces pesticides a tendance, on va dire, de façon générale, à augmenter. Donc l'utilisation totale, l'Asie, l'Amérique, beaucoup plus l'Amérique latine, et l'Europe, c'est les continents qui utilisent beaucoup plus de pesticides. En Algérie également, donc il y a une évolution de l'utilisation des pesticides, voire une stagnation durant ces dernières années, mais suite au changement climatique, on a tendance à utiliser beaucoup de pesticides pour remédier à ces problèmes de, on va dire, des prédateurs de culture. Donc, on a dit pourquoi tout cet intérêt aux pesticides. Premièrement, c'est commercial, c'est très intéressant, c'est de l'argent. Agricole, pour réduire tout ce qui est des prédateurs de culture. Et sanitaire, donc dans les jardins publics. Et bien sûr, il y a un problème de toxicité. Donc, qui dit pesticides, il y a derrière tout ce qui est toxicité. Environnemental, l'écotoxicité et le déséquilibre des écosystèmes. Donc, les voies de diffusion des pesticides dans l'environnement, donc à travers l'air, le sol, l'eau, et bien sûr, via la chaîne alimentaire, vers l'être humain, que ce soit à travers d'une façon directe ou d'une façon indirecte. Donc, comme vous le connaissez, la dispersion, une schématisation de la dispersion de ces pesticides après application par les agriculteurs, par les différentes voies, que ce soit l'infiltration, le ruissellement, l'érosion, l'écoulement et bien sûr la sédimentation, que ce soit dans les voies marines, ou dans les cours d'eau douce. La toxicité des pesticides, donc les différentes familles chimiques, les herbicides, les insecticides, cancérigènes, inhibition du système acétylcholinestérase, le stress oxydatif, perturbateurs endocriniens, toute la panoplie de la toxicité couvre. Également, c'est des autres familles chimiques, les insecticides, les fongicides, que ce soit les organophosphorés, les néonicotinoïdes, les diéthiocarbomates, les organochlorés, ainsi de suite. Les sources d'exposition. Donc, le professeur qui m'a précédé a bien
illustrer les voies de pénétration des contaminants ou des produits toxiques dans le corps humain, à travers l'air, l'eau, le sol ou les denrées alimentaires. Donc par respiration, par toucher, la voie cutanée, par ingestion ou par la voie de passage de la mère à son fœtus. Impact des pesticides sur la santé. En milieu professionnel, il ne faut pas oublier qu'il y a des utilisateurs des pesticides, comme les agriculteurs ou les applicateurs de traitement de pesticides, et les gens qui travaillent dans l'industrie de formulation des pesticides. Donc la voie cutanée, la voie respiratoire, en général, la voie orale est considérée comme étant la voie d'exposition la plus importante par rapport aux pesticides. Les cancers. Donc vous avez dû constater ces dernières années l'augmentation de la maladie ou des cas des cancéreux à travers le territoire national. 40% des cancers diagnostiqués sont digestifs. Et je vous laisse le soin de deviner pourquoi. Donc, 4 localisations, il y a eu beaucoup d'études qui ont mis la relation entre les cancers que je vais citer maintenant et les pesticides. Donc, l'hématopoïétique, prostate, testicule, tumeur cérébrale et les mélanges. Donc, il y a eu beaucoup d'études qui ont mis l'accent sur la relation de certaines molécules de pesticides et ces cancers. Cancer de la prostate, donc une étude a révélé une augmentation du risque chez les agriculteurs, les ouvriers d'usines de production de pesticides et les populations rurales, entre 12 et 28% selon les populations. Pourquoi? Parce qu'ils sont exposés ou ils utilisent beaucoup de pesticides. Les cancers hématopoïétiques également, chez les agriculteurs et les professionnels qui utilisent les pesticides. Les pesticides et les maladies neurodégénératives, donc comme a bien mentionné notre cher professeur, l'Alzheimer, la sclérose latérale amyotrophique, les troubles cognitifs chez les enfants, chez beaucoup plus, les maladies neurodégénératives d'une façon générale. L'effet sur la grossesse et le développement de l'enfant, de nombreuses études épidémiologiques suggèrent un lien entre l'exposition prénatale aux pesticides et le développement de l'enfant à court et moyen terme. Donc on remarque également, on constate le problème de l'autisme chez les jeunes enfants qui apparaît ou qui s'installe de plus en plus. Conséquences des expositions professionnelles en période prénatale, augmentation significative du risque de mort fœtale, les fausses couches, atteinte de la motricité, l'acuité visuelle, c'est-à-dire on constate également les problèmes visuels chez les enfants, augmentation significative du risque de leucémie, de tumeur cérébrale a été mis en évidence également en relation avec les pesticides. Donc, les conséquences des expositions résidentielles en période prénatale, c'est-à-dire les voisins des agriculteurs qui utilisent des pesticides, augmentation du risque de malformation congénitale, ce sont des produits tératogènes, térato signifie monstre, gènes générés des monstres, c'est-à-dire la déformation du fœtus. Une diminution du poids de naissance, des atteintes neurodéveloppementales et une augmentation significative du risque de leucémie. La fertilité. Ça fait, on va dire, 20 ans. Généralement, quand il y a eu un mariage, juste après une année et demie, on aura des enfants. Mais actuellement, on a constaté le problème de fertilité, que ce soit en Algérie ou ailleurs. Donc actuellement, c'est vraiment un grand problème que vous avez dû constater. Donc, après le mariage, généralement, ça prend 3-4 ans pour avoir le premier enfant. Et cela, ça ne vient pas comme ça. Donc il faut bien visualiser les choses. Les mécanismes biologiques qui sont impliqués dans ce phénomène, donc les mécanismes cellulaires, le stress oxydatif, le dommage de l'ADN et toute la panoplie, tout l'ensemble des mécanismes qu'on connaît par rapport à la toxicologie d'une façon générale. Un autre point, les résidus de pesticides dans les aliments. Cela signifie quoi? Les résidus de pesticides, c'est des traces de pesticides dans notre alimentation. Donc, certes, pour lutter contre tout ce qui est problème des éléments traces métalliques dans notre alimentation, on prend tout ce qui est fruits et légumes riches en antioxydants et tout, mais est-ce que ces fruits et légumes sont libres du point de vue contamination aux pesticides? Est-ce qu'il n'y a pas des traces d'autres molécules qui peuvent, dans certains
cas, s'associer avec ces éléments de traces métalliques pour générer ou engendrer un autre problème. Toutes ces questions méritent d'être posées afin de comprendre mieux la situation. L'estimation des résidus de pesticides par moyen analytique, c'est la façon idéale. L'échantillonnage, donc qui est très important, c'est toute une étude pour réaliser un plan d'échantillonnage, pour faire un bon échantillonnage représentatif et bien sûr représentatif et homogène afin d'assurer une bonne analyse. Le traitement de l'échantillon, comment on fait l'extraction des résidus de pesticides dans notre alimentation, dans notre environnement, du sol, de l'air. Est-ce qu'on maîtrise réellement cette technique? Et bien sûr le dosage dans les techniques chromatographiques, beaucoup plus couplées à la spectrométrie de masse, joue un rôle primordial et important pour la détection. Parce qu'il faut savoir que les résidus de pesticides sont de l'ordre de quelques microgrammes par kilogramme d'aliments, kilogrammes d'eau par mètre cube d'air. Donc tout cela nécessite un équipement poussé pour faire l'analyse. Donc une schématisation, tout ce qui est un profilage de façon générale, pour savoir ou pour mieux comprendre la façon de faire l'analyse et derrière toute cette analyse, tout ce qui est logiciel puissant afin de bien distinguer les molécules de pesticides des autres molécules ordinaires. Donc, le respect des bonnes pratiques agricoles, c'est-à-dire le respect de l'application, les délais avant récolte, le respect de l'usage d'utilisation des pesticides, va aider à réduire la présence de ces résidus de pesticides dans notre alimentation, dans notre environnement d'une façon générale. Donc, les risques d'exposition à long terme méritent beaucoup plus d'attention et d'études. Le contrôle, c'est-à-dire l'analyse des résidus de pesticides, va coûter énormément cher, mais c'est un prix à payer. Est-ce que la santé de l'être humain a un prix? Donc, c'est à vous de savoir, de répondre à cette question. Sources de contamination diverses, donc il n'y a pas que l'application, il y a les différents mécanismes qui vont véhiculer ces produits à travers les biosphères, ou la biosphère, les différentes biosphères, pour qu'il arrive à l'être humain qui est, on va dire, le dernier qui sera exposé à ces molécules très toxiques. Ça, c'est un schéma que j'ai essayé d'illustrer d'après ma petite expérience, parce que je fais partie de plusieurs comités intersectoriels par rapport à cette question du pesticide. Donc, j'ai déjà exposé au niveau, on va dire, intersectoriel, pour essayer de réduire cette problématique liée aux pesticides. Le contrôle de résidus de pesticides était un outil puissant. Pourquoi? Pour vérifier la conformité et le respect des bonnes pratiques agricoles par les utilisateurs, les producteurs d'une façon générale. Suite à cela, il va y avoir des sanctions. Quand on parle sanctions, vous êtes mieux connaisseur que moi du mot sanction. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir uniquement, c'est-à-dire des amendes ou là. Non, ceux qui vont travailler bien, on va les sanctionner par ce qu'ils méritent, et ceux qui dépassent les limites vont être sanctionnés par la réduction de leur production ou l'élimination de leur production du marché. Bien sûr, les producteurs, quand ils vont voir cela, vont se rationaliser et essayer, à l'aide de cet outil, faire la régulation de l'utilisation des pesticides et rebelote. C'est un cycle en continu afin d'essayer de réduire ce risque lié à l'utilisation abusive dans certains cas des pesticides. Il y a une autre question, la question de mélange des pesticides ou l'effet cocktail. Est-ce qu'on est exposé uniquement à une seule molécule de pesticide? Est-ce que c'est 2, c'est 3? Quelles sont les combinaisons? Est-ce que les différentes combinaisons vont engendrer le même problème? Est-ce que ces problèmes vont être les mêmes pour les mêmes personnes, pour la même période? Est-ce que le fait de manger plusieurs fruits et légumes, certains effets vont être antagonistes, vont être synergiques, ou il va y avoir des effets combinés? C'est des questions dont les chercheurs essayent de trouver des réponses jusqu'à l'heure actuelle. Les experts rappellent que ne pas être en mesure de conclure ne veut pas dire obligatoirement qu'il n'y a pas de risque. Si certaines substances ont mis en cause, c'est qu'elles ont été plus souvent étudiées que d'autres. De nombreuses substances actives n'ont pas fait l'objet d'études épidémiologiques. La réglementation, elle est différente d'un pays à l'autre.
de plus en plus restrictive pour les anciens pesticides, les anciennes molécules, les organochlorés, les organophosphorés, certains carbamates, des thiocarbamates, certains néonicotinoïdes, ainsi de suite. Plus exigeante pour les nouveaux pesticides. En Algérie, réellement, l'augmentation de leur utilisation peut être justifiée par la croissance des rendements agricoles ainsi que l'amélioration du confort public et domestique en luttant contre les espèces nuisibles. L'envie de produire plus et le désir d'avoir plus de confort mènent à une mauvaise utilisation des pesticides, ce qui conduit à une surexposition de l'homme à ces substances ainsi que son entourage. Cette contamination n'est pas sans conséquence sur l'être humain et son environnement. Pour conclure, j'ai essayé d'être bref pour ne pas, parce que déjà il est tôt, avec les deux précédentes conférences, les pesticides sont des substances utiles mais très néfastes pour notre santé et notre environnement. Pour cela, il est préférable de les utiliser de façon rationnelle. Avoir un rendement agricole plus ou moins réduit mais durable est beaucoup mieux et beaucoup plus mieux que d'atteindre des rendements records mais temporaires. Et sur ce, je vous remercie infiniment pour votre attention.